Bon, on attaque. Yes. J'espère que les gens vont se connecter tout doucement. Bienvenue à tous. Merci d'être venus à ce webinaire sur comment optimiser ta stratégie de recrutement 2020 pour tout casser en 2021 et aussi bien finir l'année forcément. Plein de choses aujourd'hui à vous annoncer. On a fait le tour un peu du marché. L'idée, c'était vraiment de vous donner un constat de l'activité du recrutement aujourd'hui, de parler des tendances en termes de recrutement, de compétences et aussi vous redonner derrière quelques tips sur comment optimiser son processus de recrutement. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux experts en la matière, l'incroyable Judith Tripart de chez Founders Factory, 14 ans au moins d'expérience, mais je n'en dirai pas plus. Elle est incroyable, tout le monde la connaît. Elle a eu un blog First Talent, l'une des plus grosses communautés de talent et de personnes intervenant dans les ressources humaines aujourd'hui. C'est vrai, c'est C'est un Slack, mais ouais, un c'est ça. super Slack. Et elle est Head of Talent chez Founders Factory. Elle accompagne les startups sur leur recrutement, la marque employeur, l'expérience collaborateur, la distance sociale aussi post-déconfinement, tous les sujets RH. Pour ce faire, un troisième larron, Robin Zagorski, l'excellentissime Robin Zagorski, un jeune talent acquisition manager talentueux, on peut le dire aussi, qui intervient en tant que freelance aujourd'hui chez Snapshift. Tu nous en diras peut-être un petit mot d'ailleurs au passage. Dans son track record, il a participé à la croissance de Doctrine. Et tu as fait quoi? x2, x3 sur l'équipe? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être à peu près 30 à ça. 90, quoi, à peu près. Et on trouvait très intéressant de le faire intervenir aujourd'hui parce qu'il a continué à recruter pendant le confinement. Donc, on voulait en savoir plus sur sa stratégie et globalement pourquoi lui pensait qu'il fallait continuer à recruter pendant et après confinement. On a chacun notre avis là-dessus et c'est ce qu'on vous propose d'échanger maintenant. Je zappe. L'impact du Covid sur le marché du recrutement, vous l'avez tous vu. On était lancé à pleine vitesse dans un train. J'aime bien reprendre l'expression d'Oussama de The Family qui nous a expliqué qu'effectivement, si vous avez tous vu ces derniers webinaires, qu'on était dans un train à pleine vitesse et le train a été stoppé net. Donc forcément, il y a eu de la casse. On l'a tous vu. Et pour lui, le marché va être très long à reprendre. Aujourd'hui, je serais assez nuancé par rapport à ça et par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Et donc voilà, dans ce qu'on a observé, on est allé chercher un peu des chiffres à droite, à gauche. Pré-confinement, 94% des emplois créés par les startups étaient des emplois en CDI. Post-confinement, et c'est une étude qui sortait de chez Madines, pour être précis, 60% des startups maintiennent leur recrutement CDI, même si certaines, effectivement, ont eu tendance à repousser après confinement. Une offre toujours aussi importante et on est totalement convaincu que ça va reprendre. Et derrière, forcément, toutes ces startups qui, elles, ont levé vont être obligées quelque part de déployer puisque c'est dans leur stratégie. Sur 2020, on est tous conscients que les entreprises vont sûrement être un peu abîmées par rapport au chiffre d'affaires qui va être dégagé. À côté de ça, on sait que l'échiquier a été secoué et secoué très très fort. On sait que les pépites qui faisaient entre guillemets légion en début d'année, qui cartonnaient, ne sont plus forcément les stars d'aujourd'hui, mais il y a d'autres acteurs qui poussent derrière. Et donc voilà. Robin, si tu veux commencer, dis. Écoute, pas grand-chose à rajouter sur ce constat, hein. Je pense que Nicolas, tu as bien résumé la situation. Je pense notamment à mon cas particulièrement chez Snapshift, où en fait, quand tu viens de lever des fonds, que ce soit de boîtes, tu ne peux pas lever des fonds et attendre. Donc, il y a pas mal de boîtes aussi qui ont levé des fonds qui, de toute façon, sont en pleine phase de recrutement pour cette fin de confinement.
Et donc, c'est le seul élément que je rajouterai un petit peu pour compléter. Mais à part ça, je suis totalement d'accord là-dessus. Et après, oui, effectivement, et c'est ce qu'on va voir plus tard, il y a plusieurs stratégies. C'est sûr que on peut être très pessimiste et se dire que de toute façon, ça va jamais redémarrer. Et à ce moment-là, c'est la fin du monde. Et à ce moment-là, on arrête tout. Ou alors, on se dit que de toute façon, ça va finir par reprendre et il vaut mieux être dans les premiers, surtout si on est sur un marché concurrentiel. Euh, et donc, commencer à recruter, et notamment parce qu'il y a des intérêts à commencer à recruter en avance. Déjà parce que le marché est quand même beaucoup plus disponible. Le marché, forcément, fait une pause en termes de recrutement. Il y a plus de candidats aussi. Il y a eu 25 000 demandeurs d'emploi en plus sur la période, ce qui est assez conséquent. Et forcément, en plus, toutes les compétences n'ont pas subi cette même pression, d'ailleurs, en termes de recrutement. Et je crois qu'on l'a mis sur la slide d'après. Pour parler des différentes, justement, compétences, on sait que sur l'aspect technique, même si le marché a diminué, mais légèrement, et pour avoir échangé avec différents compères, concurrents, pairs, je ne sais pas comment on peut les appeler, sur le sujet, ils ont un peu le même constat que nous, c'est que globalement, il y a quand même la moitié du marché qui reste actif en termes de recrutement. C'est grosso modo ce qui ressort. Ils continuent, eux, à recruter sur la partie technique. Et là où on était vraiment en tension très forte avant, globalement, bah, ça diminue cette tension, mais il y a toujours de l'activité. Là où nous, bah, pour le coup, on remarque qu'il y a des différences sur l'aspect commercial et marketing, et c'est vrai que je ne me suis pas forcément présenté, mais nous, on est un cabinet de chasse spécialisé sur ces sujets-là, et on voit des vraies différences, notamment sur la partie commerciale où bah, les startups ont rationalisé leur recrutement. On est là où effectivement on balayait l'ensemble du spectre il y a quelques mois, du junior jusqu'au profil head of sales. La tendance actuellement, c'est plutôt des profils expérimentés, voire seniors, qui vont pouvoir s'adapter plus facilement au marché, vont être beaucoup plus résilients, adaptables, autonomes, et notamment parce que une raison simple, je pense aussi, c'est qu'avec l'avènement du télétravail, on a besoin de gens qui vont pouvoir monter en compétences rapidement, qui vont être autonomes, qui vont avoir besoin de moins de formation et donc d'être moins suivis. Et donc, ça a un impact sur le marché. Autre chose aussi, forcément, les startups, elles rationalisent, elles regardent exactement là où elles ont besoin de recruter. Elles regardent l'expertise qui peut leur faire défaut pour transformer rapidement, pour avoir du retour sur investissement rapidement. Et forcément, elles vont chercher de la seniorité. On avait échangé sur le Ouais, sujet. complètement. Bah, en fait, il y a beaucoup de postes qui, dans pas mal de startups, étaient des postes, on va dire, peut-être un peu moins business critical. Des postes où, je pense qu'il y avait pas mal de profils juniors. Et en fait, ces postes-là, en temps de crise, qui sont pas forcément génératrices de cash et de chiffre d'affaires à court terme, et qui représentent plutôt de l'investissement sur le long terme, sont des postes qui ont été un peu coupés au profit de profils peut-être un peu plus seniors qui vont englober en fait ces jobs. Et je pense notamment au poste de SDR, de sales junior en sortie d'études, où là, pour le coup, bah, effectivement, les recrutements ont été fortement ralentis dans pas mal de boîtes parce qu'en fait, comme les deals ne signent pas tout de suite et que les temps sont durs, que beaucoup de boîtes n'ont, par exemple, pas facturé leurs clients pendant le Covid et que la reprise de la facturation reprend tout doucement, effectivement, il y a pas mal de postes comme ça qui en ont fait les frais, quoi. Ouais, et on a vu des startups même changer leur processus de vente. Là où avant, elles décomposaient, elles tronçonnaient SDR, donc Sales Development Representative, Account Manager ou Account Executive, CSM et autres, maintenant elles essayent de réduire effectivement l'ensemble pour avoir un processus de vente beaucoup plus complet. Donc forcément, c'est souvent les postes juniors qui en pâtissent. C'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance. Là où, effectivement, avant confinement, on avait énormément de postes juniors à pourvoir et les startups embauchaient à tour de bras. Là, la tendance, c'est vraiment de la seniorité. Sur le marketing, pareil. Aujourd'hui, les entreprises, avec le confinement, se sont aperçues qu'il fallait qu'elles accélèrent côté marketing et notamment marketing digital. Et on a eu énormément de demandes en experts sur ces parties-là. Donc forcément un impact aussi sur le recrutement.
Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on le voit pas mal, d'ailleurs, sur les catégories, pareil, jeunes diplômés en marketing, pas forcément simple à cette heure. Il y a eu une petite question. Est-ce que la tendance est maintenant sur du full remote sur ce type de fonction? Du coup, quel type de fonction la Je pense personne que qui a c'était posé sur la la partie commerciale. commerciale? Alors, moi, je peux ok, merci d'avoir précisé. Moi, je peux répondre parce que c'est un sujet que j'ai vu beaucoup récemment avec mes collègues RH, justement, mes collègues RH en start-up. Autant avant le confinement, il y avait très peu de boîtes qui étaient sur du full remote. Autant là, actuellement, certaines boîtes s'y mettent, mais alors, c'est quand même assez rare le full remote. Beaucoup de boîtes se mettent au remote, mais le full remote, c'est assez rare. Et mode comme Doctrine, qui maintenant est full remote friendly, donc où il est effectivement possible d'être chez Doctrine et d'habiter en province alors que les bureaux sont à Paris. Mais pour la plupart des entreprises, néanmoins, c'est plutôt ce qu'on appelle du flexi-travail. C'est un nouveau terme qui est apparu là, ces derniers temps et notamment post-confinement, où on a une partie du temps en télétravail. Et ça devient vraiment quelque chose de structurellement… ben, ça va faire partie structurellement des cultures de boîtes, ce qui n'était pas Ouais. forcément le cas avant, parce que les boîtes étaient quand même assez réticentes à mettre en place du télétravail. En start-up, on se disait, bon, est-ce qu'on lâche les rênes, est-ce qu'on laisse les gens travailler chez eux, après on n'a pas le contrôle et tout, donc c'était assez difficile, c'était quand même assez rare. Là, on est en train de le mettre en place, on est en train de mettre en place des chartes de télétravail, etc. Et du full remote, c'est encore à la marge. Ouais, il y Voilà, a ça deux, va trois plus être du sociétés. flexi-travail, quelque chose d'assez encadré. Ouais, je te rejoins tout à fait. On en a vu deux, trois, comme ça. On a vu Germinal aussi qui est passé en full Ouais, remote. Germinal, ils sont en full remote. Et ouais, Et les c'est quelques assez boîtes qui rare. le font communiquent beaucoup dessus. Parce qu'aussi, ça va leur permettre d'attirer des profils, hein, notamment tech, qui sont assez friands du full remote. Mais on va plus être vers du flexi-travail. Ouais, je te rejoins. Et moi, je crois assez peu au full remote. En vrai, on l'a vu sur les équipes et le confinement. On l'a vu pour ceux qui ont fait des DigiDrinks. Au début, tout le monde était à fond, tout le monde venait, tout le monde était vraiment studieux. Tout le monde avait plaisir à se revoir et autres. Et au bout d'un moment, il y a un essoufflement des équipes. On sent que l'ADN, tout doucement, perd de sa puissance. On sent que les équipes sont dessoudées. Et je pense que tout le monde au final, était vraiment content de pouvoir se retrouver au bureau, de se recroiser. Et je crois que pour être investi, impliqué à un moment donné, du full remote, j'y crois pas. J'ai du mal, moi, avec ça. Chez Snapchat, vous avez opté pour quoi? Chez Snapchat, c'est un peu, comme disait Judith, c'est un peu un entre-deux. Je pense que personne, je pense qu'il n'y a aucun sales dans les équipes qui a envie d'être en full remote. Je pense que ça fait du bien de voir ses collègues, d'avoir aussi une dynamique tous ensemble, de travail, de s'écouter, de faire des choses ensemble, et de voir ses collègues, d'aller boire une bière après le bureau de temps en temps. Mais effectivement, là où c'était des fonctions où il n'y avait vraiment pas de remote, dans la plupart des boîtes aujourd'hui, peut se retrouver à avoir 2 jours de remote par semaine ou un jour ou 3 jours. Jamais full, je pense, mais une Ouais. bonne partie, quoi, en tout cas. Ouais, effectivement, j'ai vu passer des discussions. Oui, il faut considérer que le télétravail va être perçu comme un avantage auprès des recrutements. Et en tout cas, il faudra le mettre en avant ou le préciser parce que, effectivement, si les personnes ne sont pas fans, parce que tout le monde n'est pas fan en plus du télétravail, forcément, il faudra vraiment le préciser pendant le processus de recrutement. Et puis c'est après, je vais un peu plus loin encore, mais il y a un vrai travail à faire au sein des organisations pour permettre le télétravail à grande échelle. Parce que dans la plupart des boîtes, c'était fait de manière très partielle, une demi-journée par là, une journée par là, mais les team meetings, c'était quand même en présentiel, etc. Et là, je sais que chez nous, chez Founders Factory, c'était cette semaine, on a fait une petite task force sur le sujet des team meetings en remote, parce qu'on s'était rendu compte que l'expérience était catastrophique en fait pour les personnes qui étaient quand il y avait une partie de l'équipe en présentiel et une partie de l'équipe en remote, on n'était pas du tout bon, qu'en fait on assistait à distance à une réunion qui se passait dans la salle de réunion, c'était hyper dur.
Et donc, on a cadré le truc en disant c'est quoi les best practices, c'est quoi nos plans d'action, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on voit bien que c'est un changement dans les façons de travailler et que ça va être un changement qui va s'installer dans la durée. Donc, on veut être aussi là pour partager les bonnes pratiques avec l'écosystème. Et ça, c'est un petit exemple. Mais en gros, les organisations vont devoir vraiment intégrer à leur fonctionnement interne le télétravail et le remote. Oui, et pareil, dans les discussions, dans ce que je vois passer, on ne parlait pas forcément d'une catégorie de population au sein des entreprises. Je pense que c'est généralisé et ça doit être la même chose pour tout le monde au final. Aussi bien les techs que les commerciaux, que les profils marketeurs, il n'y a pas d'avantage particulier en fonction de la population. Ouais. Moi, je rejoins Judith et j'aime bien le terme que tu utilises, quoi, le flexi-travail. Je pense qu'on va le voir de plus en plus. Je vous propose de continuer. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet avant qu'on passe sur la suite? Non. Les développeurs mainly, mais aussi les data, ouais, tout le monde, en vrai. Je pense que tout le monde va s'adapter. Voilà, en tout cas pour notre vision du marché. Forcément, on n'a pas de boule de cristal, hein. On est tous dans le même bain. On gère semaine après semaine en fonction de l'évolution et des chiffres qui nous sont avancés. Après, de ce que je vois, et si vous êtes venu là, c'est que quelque part, vous croyez quand même, comme nous, qu'à un moment donné, ça va redémarrer. On a tous envie que ça redémarre. Nous, on l'a vu sur l'équipe, on était tous ravis de pouvoir se retrouver au bureau. Mais bon, malgré tout, même si on est confiant, même si on a envie que l'année puisse s'accélérer, ou en tout cas ce qui n'a pas eu lieu sur ce premier semestre puisse avoir lieu sur le deuxième semestre, on pense qu'il va falloir quand même adapter sa stratégie de recrutement, sûrement la rationaliser, c'est certainement le meilleur plan. Mais en parallèle, il y a aussi des opportunités en termes de gestion de budget. On l'a vu, les plus touchés, ce sont les juniors aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a des aides qui vont être mises en place. Judith, je crois que tu as vu, toi, des infos marché sur ce sujet-là. Oui, en fait, mais je trouve que c'était quelque chose qui a été communiqué là, il y a 15 jours, 3 semaines. Le gouvernement va mettre en place notamment des aides alors pour les alternants. Alors, quand on parlait d'effectivement flexibilité, donc de diversifier les types de contrats pour faire face au manque de visibilité, nous, c'est vrai que cette aide sur les alternants, notamment sur les apprentis, pour les startups de notre portfolio, c'est quelque chose qui les incite à prendre des alternants dans un premier temps, plutôt que d'embaucher en CDI des MD. Oui, Pour puis info, je te coupe, petite parenthèse, c'est assez conséquent, hein. 5 000 euros ouais, c'est pour 5 000 moins de euros 20 pour les ans. mineurs, c'est 8 000 euros entre 18 et 30 ans. Et pour tout recrutement d'apprentis fait entre juillet et février. Juillet 2020 et février 2021. Donc, c'est pas Il n'y mal. avait pas de limite. Ouais. Donc, Et des ouais, bruits de c'est couloir clairement qu'on bien. entend. Sachant que… non, ça, ça a Oui, été ça, c'est acté. annoncé. Ouais, ça, c'est acté. Ça a été annoncé et ça va être comment dire, officialisé par décret dans les prochaines semaines. Mais c'est annoncé. Enfin, ça a été c'est très détaillé. Donc, on sait que c'est… Et d'ailleurs, c'est valable à partir du 1er juillet. Donc, là, vous décidez de prendre un alternant maintenant. Vous pouvez déjà être sûr que vous bénéficierez des aides. Et sachant que les coûts de l'école sont pris en charge généralement par l'OPCO. Ensuite, les 8 000 euros peuvent en tout cas vous aider à financer une partie ou tout le salaire en fonction du niveau d'études de votre candidat apprenti. Donc ça, c'est sur la partie apprentissage. Donc c'est une super aide et c'est vraiment là pour booster l'apprentissage et pour faire en sorte que l'apprentissage ne pâtisse pas trop de la période. Et la deuxième chose, c'est sur l'emploi des jeunes. Par contre, ça, on n'est pas encore, c'est pas Ouais, on très n'est pas très sûr. précis. Ça va être précisé dans les prochaines semaines. C'est sur quand on emploie des jeunes diplômés, il y a potentiellement une exonération de charges sociales. Et donc, bon, après, c'est pareil, hein, dans la limite de l'âge et de la taille de l'entreprise, j'imagine. Mais ça va être précisé dans les prochaines semaines. Vraiment pour booster l'emploi des jeunes et pour faire en sorte que l'emploi des jeunes, dont on parlait tout à l'heure, qui a été très impacté par la crise Covid, puisse ne pas trop en pâtir et pour permettre aussi aux entreprises de bénéficier de ces aides et de pouvoir avoir des budgets facilités. Voilà.
Ouais, effectivement, il me tarde de savoir. Effectivement, il y a plein de bruits de couloir hein, sur l'emploi des jeunes diplômés, au-delà des Ouais. alternants et des apprentis. Mais effectivement, nous, on le voit aussi auprès des startups. Forcément, ils ont revu leur stratégie et tout le monde a opté pour du stagiaire à court terme en espérant pouvoir les embaucher derrière. Enfin, c'est pas que simple. Après, sur la stratégie, justement, en termes de compétences post-confinement, toi, tu as vu des choses, Robin, ou pas? Sur le premier point, sur revoir ses besoins Ouais, RH. ouais, bah, je pense c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure notamment sur la partie commerciale ou même je pense sur d'autres, ça dépend des boîtes, mais je pense qu'on rationalise un peu les recrutements, on regarde ce qui est business critical, comment est-ce qu'on peut faire avancer la boîte de la manière la plus raisonnable possible, parce que c'est vrai que on est quand même on est sur une fin de bulle des startups où enfin, il y avait quand même beaucoup d'entrain où ça allait un peu dans tous les sens, on recrutait à tour de bras, etc. Et justement, on commence à se dire, bah, en fait, est-ce qu'on se faudrait peut-être un peu plus pour revoir sa stratégie de recrutement? Est-ce qu'on a bien autant de personnes à recruter? Est-ce que c'est bien ce type de profil qu'on recrute? Donc, je pense que ça permet de se remettre un peu à plat sur comment élaborer ses besoins, son plan de recrutement, déterminer quels sont les profils à recruter. Et du coup, bah, ça permet aussi de remettre à plat les techniques de plan de recrutement et tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses dont on parlera après justement. Je ne vais pas trop Oui. spoiler, mais effectivement, ça permet de se poser un peu plus et de revoir sa stratégie. Donc Il oui, y avait une question que j'ai vue là ah, sur la ouais. précarité. C'est Gaëtan qui disait est-ce que diversifier n'est pas un synonyme de précarité finalement? Je comprends le point. Après, il y a deux choses. C'est que, euh, on était quand même dans une tendance où les CDI ne duraient pas très longtemps, hein. Enfin, les gens restent en poste, surtout sur des premiers jobs, entre 12 mois et 18 mois, et peut-être 24 Ouais. mois, mais au bout de 2 ans, ils rechangent. Donc, un CDD, si tu as un CDD de 6 mois qui est renouvelé, bon, pourquoi pas à la limite. Et deuxième chose, c'est que on parlait donc des jeunes donc, qui sont encore très très novices sur le marché de l'emploi et qui ont besoin d'acquérir des compétences pour justement valoriser ces compétences sur le marché de l'emploi. Et si un CDD peut permettre d'acquérir ces compétences dans une boîte qui bouge ou ils peuvent faire des choses, hein, ça reste une opportunité. Et donc, je dirais, c'est mieux que rien. Et pour les boîtes, ça permet aussi, c'est quand même un levier pour, pour recruter, mais alors qu'il manque de visibilité. Il vaut mieux recruter un CDD en motif d'accroissement temporaire d'activité, par exemple, que de recruter un CDI et de mettre fin à la période d'essai au bout de 2 mois parce qu'on n'a plus de budget pour le financer. Donc, je serais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus balancé pardon, excusez-moi pour l'anglicisme, sur ce sujet-là, de la précarité. Est-ce que vous avez vu des impacts côté rémunération, justement, pour le moment? Pas encore? Trop Pas tôt pour le encore, dire? c'est trop tôt pour le dire. Non, non, je dirais que là-dessus, le marché n'a pas encore trop bougé sur la REM. C'est le cas dans les grands groupes, hein. Ah Moi, oui, j'ai entendu parler de propositions à des collaborateurs de baisser de 10 ou 15% de leur REM, c'est beaucoup. ou alors c'était la porte. Mais en start-up, j'ai pas vu ça. Enfin, déjà, c'est très border, on va pas se mentir. Ouais. Et après, les offres qui sont faites actuellement sont au marché, hein. Il y a pas de, ça n'a pas bougé. Robin, tu as vu quelque chose, toi? Ouais, c'est peut-être plus aussi des personnes seniors qui sont prêtes à redescendre sur des postes un peu plus juniors et du coup, Ouais, par extension, baisser leurs prétentions. Mais sinon, ouais. effectivement, je pense pas que, en tout cas dans l'écosystème startup, je suis pas sûr que, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore vu d'impact à ce niveau-là dans les échos que j'ai eu. Même J'ai sur vu les salaires de juniors? quelques freelances qui cassaient leur TJM, mais les prétentions salariales sur des postes classiques, en contrat de travail classique. Oui, c'est ce que justement dit Gaëtan dans la discussion. Ouais, voilà. Effectivement. Bah, Gaëtan, j'avais même pas lu votre message, mais on est en phase, ouais.
C'est intéressant, ouais. Moi, je suis convaincu, malheureusement, que ça va avoir un impact justement sur les profils juniors et sur le premier salaire à l'embauche. Je Ouais, pense et c'est qu'on intéressant. était monté très haut et en fait, il y a pareil. Je pense que mécaniquement, c'est une histoire d'offre et de demande, ça va forcément baisser un petit peu. Ouais, ce que disait le commentaire de Mossen sur le fait qu'il y ait peut-être un impact sur l'augmentation et le variable des sales. Bon, le variable, de toute façon, c'est du contrat, donc c'est obligatoire de respecter les annexes de variables, donc ils ne peuvent pas bloquer les variables. En revanche, par contre, il peut avoir un impact sur les augmentations de fin d'année, effectivement, sur les promotions. Il y a des boîtes qui vont geler un peu tout ça, Ouais. sans donner de nom, mais j'ai entendu qu'effectivement, il y a des boîtes qui gelaient ça parce qu'elles n'avaient pas encore assez de visibilité et qui prenaient vraiment leurs précautions par rapport à ça, quoi. Améliorer son processus pour attirer des A-players. Effectivement, il va falloir être sûrement un peu meilleur pour attirer des profils un peu plus seniors. On l'a vu ces derniers temps, le processus de recrutement, enfin c'est même pas ces derniers temps, c'est sur les dernières années, l'impact du processus de recrutement sur le choix final du candidat avait un impact énorme. C'est-à-dire que c'est souvent et c'est ce qu'on a mis, on n'a pas de seconde chance de faire une bonne première impression. C'est souvent la première image que l'entreprise laisse au candidat. Et donc forcément, sur une phase où il faut être très rigoureux sur les compétences, ça a un impact et c'est justement ça qu'on voulait vous expliquer. Ouais, non, en fait, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne et qui me tient énormément à cœur, l'expérience candidat. Et je pense que dans un écosystème où c'est très compétitif, où les talents sont rares, effectivement, il y a il y a une grosse compétition sur les process de recrutement. C'est effectivement, comme tu l'as dit, la vitrine de l'entreprise. Donc, au plus le process de recrutement est rigoureux, sérieux et en même temps réactif entre les différentes étapes, au plus ça montre au candidat la qualité de l'entreprise. Puisque si les process de recrutement sont bons, c'est-à-dire que les process en interne, a priori, sont bons également puisque le recrutement, c'est un peu en général la chose qui est un peu délaissée. Donc, si le recrutement est bon, ça veut dire qu'en interne, c'est encore mieux en général. Du coup, ouais, effectivement, il y a un vrai sujet du coup sur faire des process de recrutement qui soient plus adaptés. Justement, j'entends beaucoup de boîtes, encore maintenant, des candidats qui me disent ouais, enfin, j'ai telle boîte, ils m'ont fait un skill test, mais c'était vraiment pas du tout organisé ou c'était pas consistant. Je me suis dit vraiment l'entreprise n'a pas l'air très structurée. Il y a des boîtes qui font des process de recrutement en 2 jours et qui font des offres et sans faire de prise de référence, par exemple. Pour moi, je pense que les prises de référence, c'est quelque chose d'essentiel, pas seulement pour fliquer entre guillemets les candidats, mais aussi pour mieux les onboarder, pour récupérer l'historique de management en fait des anciens managers. Je pense que ça a un impact énorme sur l'onboarding. Oui. Et donc en fait, effectivement, dans un contexte hyper complexe où en fait les boîtes ont du mal, ont beaucoup souffert, je pense que c'est plus que jamais l'heure de faire des process de recrutement hyper solides qui vous permettent en fait de recruter les bonnes personnes au bon moment et justement de ne pas se tromper parce qu'en fait se tromper ça veut dire onboarder les mauvaises personnes, potentiellement rompre des périodes d'essai, donc avoir perdu du temps en termes d'onboarding, de management, c'est de la perte de croissance des personnes dont on remboursera jamais le recrutement puisqu'on les a payées mais elles n'ont toujours pas rapporté d'argent et donc en fait voilà il y a un moment où je pense que c'est le moment idéal en fait pour refaire son process de recrutement, être très solide, que ce soit sur l'élaboration du besoin, mettre en place un process qui soit sur mesure, qui permette d'évaluer les bonnes compétences et qui permette aussi d'attirer les meilleurs candidats pour derrière faire les meilleurs recrutements et bien redémarrer plutôt que se tromper et repartir de zéro, quoi. Ouais, justement, pour toi, pour vous, c'est quoi un bon processus de recrutement? Comment on l'optimise? Quelles sont les étapes d'après vous? Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Robin. Moi, c'est vrai qu'ayant accompagné pas mal de startups, que ce soit early stage ou même plus late stage, on voit souvent que le process de recrutement, c'est là où le bas blesse, et notamment le démarrage, en fait, le démarrage du process. Parce qu'on se lance à fond dans un process de recrutement, on a une idée de candidat, on a une idée de type de candidat dont on a besoin, on a une vague de job description, on se lance dans la recherche, on se lance dans le process. Et alors là, déjà, on est mal parti, en fait, parce que la base de la base, c'est de se mettre d'accord
dès le démarrage du process. Et à la limite, c'est peut-être ça qui va vous prendre le plus de temps au début. C'est se mettre d'accord sur le besoin, quel est votre besoin de recrutement, donc quel est le profil type du candidat que vous allez recruter, et se mettre d'accord sur le process également. Donc, dans le détail, on fait une job scorecard. Alors moi, honnêtement, sur toutes les startups que je connais, celles qui font des job scorecards super détaillés, elles se comptent sur les doigts de la main, et pourtant, c'est ça après qui va garantir la qualité du process de recrutement et derrière, qui va vous garantir l'efficacité de votre process, donc être allé chercher la bonne personne. Ouais, tu suis justement une méthode, hein, c'est ça, la méthode WHO, c'est ce qui est cité, je vois Après, dans c'est la vrai qu'il y a discussion. la méthode WHO qui est le bouquin qu'on lit quand on fait du recrutement, qui est un peu A method for hiring people. A method for hiring, effectivement, qui décrit les différentes étapes. Moi, je l'allège un petit peu, cette méthode WHO. Il ne faut pas non plus devenir un ayatollah de la méthode WHO. Parce que quand on va vraiment dans le détail, il y en a qui suivent le truc à la lettre. Moi, je l'allège un petit peu, mais en gros, voilà, démarrer par une job scorecard. Le job scorecard est très bien décrit dans le bouquin, en revanche. Ouais, c'est donc, ça. Les objectifs, les missions du poste, quels sont les outcomes, qu'est-ce qu'on va donner comme objectif concret aux candidats, et quelles sont les compétences nécessaires, en évitant une liste à la Prévert. Moi, ce que je fais systématiquement aussi dans ma job scorecard, et ça, typiquement, ce n'est pas dans la méthode WHO, c'est pour chaque compétence, c'est comment est-ce qu'on va tester la compétence. On détermine la façon dont on va la tester, que ce soit par un test technique, que ce soit par un business case, que ce soit par une question en entretien. Et les questions en entretien, ce n'est pas des questions fermées, c'est des questions ouvertes. Il y a une méthode pour poser les bonnes questions en entretien. Et moi, ce que je partage, d'ailleurs, pour ceux qui sont présents sur ce webinaire, et si vous avez envie que je vous l'envoie, j'ai fait un référentiel des questions en entretien qui sont basées sur la méthode WHO, avec un certain nombre de soft skills et des questions qu'on peut poser pour les tester, qui ne sont pas des questions fermées et qui vous permettent d'avoir le maximum d'éléments pour pouvoir évaluer la compétence de la personne. Ce n'est pas évident, hein, sur des questions d'évaluer. Mais c'est pareil, il y a une technique pour poser des questions. Et ensuite, dans le process, dès le démarrage, donc on décide qui va tester quoi, dans quel ordre. Donc, on dit, par exemple, moi, Judith, elle va tester les soft skills. Et RH, elle sait faire ça bien, elle a son référentiel, c'est parfait. Le CTO, il va tester, je dis le CTO pour un dev, mais ça peut être n'importe quel, le Chief Sales Officer sur la partie plutôt compétences sales. Il va tester plutôt la partie inégo. Il va peut-être même lui faire on appelle ça un cas, ou même un cas en live, quoi. Donc ça, on le détermine dès le départ pour que chaque candidat aussi ait le même process de recrutement. C'est pas un tel, il va voir un tel et l'autre, et un tel autre candidat, il va voir d'autres personnes. Parce que derrière, vous ne pourrez pas comparer si le process a été différent. Et en fin de process, on décide en équipe. Donc pareil, on se regroupe à nouveau, on se revoit en meeting. Et sur la base des différents entretiens, des cas, du contrôle de référence, comme l'a dit Romain, on décide quel candidat on va prendre. Et effectivement, il y a toujours aussi une partie fit. Hein. Il y a des boîtes comme PayFit qui organisent en fin de process, après un process plutôt structuré chez eux, qui organisent ce qu'ils appellent un barbecue test, qui est en réalité plutôt la possibilité pour le candidat de participer à un apéro en fin de process, et donc de rencontrer un certain nombre de personnes de la boîte. Et là, c'est là qu'ils testent aussi le fit, l'envie de travailler ensemble. Alors ça, c'est des choses qui ne se mesurent pas malheureusement avec des notes et avec des entretiens et avec des cases. C'est assez au feeling. Et ça, on le voit à la toute fin, après qu'on ait validé un certain nombre d'éléments concernant les compétences. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'organise mon process de recrutement. Ça prend du temps de faire ça comme ça, clairement. Mais c'est du temps qu'on ne perd pas par la suite en ayant le mauvais candidat chez vous, quoi. Donc, et c'est un métier, donc si vous avez des recruteurs in-house ou bien des consultants comme Jobport qui peuvent vous accompagner sur la mise en place de process en interne, c'est top, mais c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Et c'est vraiment une période actuellement qui est, je trouve, hyper propice pour se pencher sur les process et pour se dire est-ce que je fais bien les choses pour être derrière super concurrentiel. Parce que vous allez gagner du temps à faire un process comme celui-ci. Soyez innovants, testez des trucs.
Pareil, il y a une question hyper précise qui est tombée sur le processus de recrutement. Comment s'organiser lorsqu'on a des candidats en dernier round, disons 2, pour être très précis? Est-ce qu'il faut continuer à faire des premiers tours au cas où ou se focuser sur les final rounds? Ouais, moi je veux bien répondre à cette question parce que j'ai souvent été confronté à ça. Et en fait, je pense qu'il y a une règle générale, c'est que tant qu'on n'a pas closé un candidat, il y a toujours des retournements de situation. Parfois, tu as même des candidats qui ont signé, entre guillemets, qui ont dit oui, qui se rétractent. Donc, je pense que tant que c'est pas signé, entre guillemets, je pense qu'il faut continuer à avoir des personnes. On n'est jamais à l'abri d'avoir un candidate last minute, un super profil où on n'aurait pas pensé et finalement c'est la bonne personne. Donc je pense qu'il ne faut jamais se fermer de porte, même si on a des candidats avancés, tant qu'on n'est pas engagé contractuellement, on n'a pas recruté, il faut continuer. Complètement. Et c'est exactement comme sur le métier commercial, hein. Moi, je pense que sur le recrutement, il faut toujours avoir un réseau, un vivier candidat à faire vivre, rester en contact avec eux, les faire avancer au cas où, effectivement, il y a une opportunité qui se déclenche. C'est hyper important. Et je pense que si vous demandez à Judith et Robin, ils connaissent un certain nombre de candidats dans tous les métiers. Ils gardent contact avec un certain nombre d'entre eux pour pouvoir les faire avancer à un moment donné dans telle ou telle startup. Complètement. Ouais, Et c'est sinon, super important. pour revenir sur ce que disait Judith, moi également, je peux vous partager sur la partie sales. Ça fait 2 ans et demi que je recrute des sales et j'ai mis en place un process de recrutement qui fonctionne extrêmement bien. Donc, avec pour l'embauche de SDR, de la compte exécutive, de profils un peu commerciaux. C'est un screening RH avec ensuite un entretien manager. Et après, je pense que le point très important, c'est le skill test où je pense, de ce que j'ai entendu de beaucoup de candidats, il y a pas mal de boîtes qui sont pas très au point sur les skill tests et je pense que c'est vraiment un élément hyper important. Nous, on fait des mises en situation par téléphone où on prépare un cas à l'avance. Moi, je briefe le candidat pendant 15-20 minutes et après, on lui envoie le cas. Et après, en fait, c'est vraiment des sales de chez nous, de chez Snapshift, qui sont passés pour des clients, des prospects. Et en fait, on met vraiment le candidat en mise en situation réaliste pour qu'il puisse d'une part se projeter par rapport à ce qu'il serait amené à faire au quotidien dans la boîte, donc le type d'interlocuteur, le type de discussion, le type d'approche. Et nous, ça nous permet en fait, même on demande aux candidats, on leur demande l'autorisation pour enregistrer les tests. Et nous, ça nous permet de se les repasser, de se dire finalement, est-ce que ce candidat, il a vraiment les éléments, les qualités, les compétences techniques par rapport à ce qu'on recherche. Ça nous permet de comparer entre les différents candidats. Et c'est vraiment des skill tests hyper structurés où en fait on a des scripts où les sales de chez nous savent exactement quel rôle ils doivent jouer et ça permet de vraiment analyser les compétences techniques et c'est ça qui est vraiment très dur parce qu'on peut avoir d'excellents feelings sur des candidats, mais en fait tant qu'on ne les a pas vus en situation de vente, finalement ça reste quand même assez abstrait et subjectif quoi. Ouais, c'est top. Oui, Je vois on qu'il y a fait effectivement la même chose. il y a une question Sur le début du de process, c'est Marjorie. ça? Oui. Sur le sourcing sur LinkedIn et le fait que les candidats étaient un petit peu frileux à changer actuellement. Alors, je suis super d'accord. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. C'est un vrai sujet. Et je trouve que les candidats sont assez frileux à changer actuellement. Alors, la stratégie de passer par des plateformes de recrutement de type talent.io, oui, pourquoi pas. Après, talent.io, c'est quand même très limité aux devs, hein, clairement, en profil technique. Pour d'autres profils, vous n'aurez pas de plateforme de recrutement comme celle-ci. Moi, mon conseil, ce serait vraiment et ça va un peu dans le même sens que tout ce qu'on vient de se dire maintenant, c'est qu'il faut rassurer absolument en fait les candidats. Donc, rassurer les candidats sur le process, donner de la visibilité sur les next steps, rassurer les candidats aussi, et ça on l'a pas encore dit, mais sur la situation de l'entreprise, être très transparent aux perspectives dans les mois qui viennent, même si vous n'avez pas de la visibilité sur l'année, mais en tout cas, être assez transparent là-dessus. Expliquer aussi pourquoi vous avez décidé d'embaucher pour tel poste. C'est pas je recrute 15 sales d'un coup, comme c'était le cas il y a 6 mois, où on faisait des plans de recrutement un peu à gogo, avec des plans qui étaient reliés à des plans d'hypercroissance. Mais on recrute cette personne parce qu'on en a vraiment besoin, expliquer pourquoi. Donc, il y a aussi toute cette démarche, mais ça va aussi avec l'expérience candidat dont parlait Robin tout à l'heure. Mais c'est vraiment, il faut rassurer les gens. Donc, c'est vrai que pareil, dans les messages d'approche sur LinkedIn,
Bon, après, moi, je suis comme Robin et comme d'autres recruteurs très pour la personnalisation dans l'approche. Mais là, il faut d'autant plus personnaliser l'approche que vous faites sur un réseau comme LinkedIn, où on a l'habitude de recevoir beaucoup de mails de recruteurs complètement dépersonnalisés, où il n'y a même pas votre prénom et parfois c'est pas du tout, où l'offre qu'on vous propose n'est pas du tout reliée à votre profil. Là, il faut être super personnalisé et avoir en tête qu'ils sont frileux, ce qui est complètement normal actuellement en plus, parce qu'on a vu beaucoup de licenciements récemment. Et là, ce n'est pas fini. Dans les corporates, on va avoir beaucoup de plans de départ d'ici la fin de l'année. Donc, il faut avoir ça en tête pour personnaliser les messages, rassurer et rassurer tout au long du process de recrutement. Je suis à 200% d'accord avec Marjorie. En fait, moi, j'ai observé que pendant le confinement, je pense que j'ai jamais eu un taux de retour sur ma chasse LinkedIn aussi fort pour la bonne et simple raison qu'en fait, je pense que les personnes étaient cloîtrées chez elles pendant 3 mois et du coup, en fait, elles se sont mises, je pense, tu es plus en introspection, tu te demandes finalement, est-ce que je suis si heureux dans mon job? Ça faisait peut-être un an que la personne réfléchissait à bouger et finalement, en étant enfermée 3 mois, bah, elle s'est dit, bah, c'est peut-être le moment de passer des entretiens. En plus, comme on est en remote, bah, c'est plus à l'aise aussi pour faire des entretiens que quand on est en entreprise. Donc, effectivement, moi, pareil, en termes de retour sur l'approche directe sur LinkedIn, j'avais des taux de réponse avec parfois, justement, je pense en tant que chasseur, on a tous l'habitude de chasser en priorité les profils qui sont à l'écoute d'opportunités. C'est l'option qu'on peut voir sur LinkedIn Recruteur. Et finalement, moi, j'ai approché des personnes qui n'étaient même pas à l'écoute sur LinkedIn et finalement, elles m'ont répondu. Elles étaient finalement hyper ouvertes, quoi. Et justement, ouais. Donc, je partage le retour de Marjorie et l'approche LinkedIn fonctionne bien. Ouais, et pour le coup, ceux qui étaient vraiment à l'écoute étaient beaucoup plus disponibles parce que coincés chez eux. Et c'est ça qui était intéressant. Bien, je vois que l'heure tourne, ça va très vite. Des tips, même si on en a donné pas mal. Se démarquer avec un processus de recrutement. Tiens, je vais bouger un peu ma caméra. Un objectif, donner envie aux candidats. Optimiser l'expérience candidat, on en a parlé pas mal. Par exemple, faire un feedback aux candidats à chaque étape. On en a parlé, pas trop au final. Il est très important de continuer à travailler sa marque employeur. Oui, parce que mais la marque employeur, pour moi, c'est assez large. Hein. Donc, c'est vrai que Ouais. c'est un sujet qui me tient à cœur. Que la marque employeur, il y a quelques années, on pensait marque employeur, on voyait encore les pages dans les magazines avec les noms des boîtes et des visages souriants. Et après, c'était plus des magazines, c'était aussi en ligne. Ou bien après, il y a eu des comptes Instagram avec les marques employeurs, etc. Je pense que la marque employeur, c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi la manière dont on se comporte et dont on se comporte avec les candidats également. Et c'est aussi la façon dont on gère des crises. C'est communiquer aussi sur comment ça se passe en interne. Et je pense que c'est une période qui est assez particulière. Et donc, il faut s'adapter aussi à la particularité, c'est la singularité de cette période dans la communication marque employeur. On ne peut plus mettre juste des gens avec les beaux suites qui sont en onboarding en train de prendre un café et un croissant. Et Faut un aussi baby-foot. oui, un baby-foot, ouais. Mais ça, j'en ai pas vu beaucoup quand même, des baby-foot en start-up. Mais par contre, les suites, tout le monde les a. Non, je pense qu'il faut pas hésiter à communiquer sur comment ça se passe chez vous, communiquer sur la manière dont l'entreprise se transforme. Typiquement, on a parlé du télétravail, ça peut être d'autres choses. Communiquer également sur les perspectives, pour donner aussi la visibilité à vos futurs candidats. Garder le contact avec les candidats qui étaient là, qui étaient en process avec vous avant qu'il y ait le Covid, parce qu'il y a beaucoup de processus de recrutement qui ont été mis en pause pendant cette période. Et moi, j'ai entendu parler sur le marché, qui est un petit marché, on sait tout au bout d'un moment, des processus de recrutement qui se sont arrêtés brutalement et les candidats qui n'ont plus d'image. Ça, je trouve ça dommage. Parce que ces candidats-là, c'est eux qui ensuite vont écrire des commentaires sur Glassdoor, mais c'est eux qui vont aussi parler à leurs amis, c'est eux qui vont porter la voix de votre marque employeur. Donc, typiquement, et puis ces candidats-là, peut-être que vous aurez envie de les recontacter dans quelques mois. On a été aussi dans une logique très court terme pendant la crise du Covid. Certaines façons de gérer la crise a été très court terme. Bon, on coupe les vannes, on arrête tout, parce qu'on était un peu sous le choc. Donc, la manière de gérer la peur, vous savez comment c'est, c'est soit on attaque, soit on se frise, on reste sur place, soit on fuit. Mais il y en a beaucoup qui ont un peu frisé, et ça a été aussi le cas sur le recrutement, c'était sur la marque employeur, etc. Moi, je pense que dans une période où on prône aussi beaucoup la transparence, soyez transparent sur ce qui se passe dans votre boîte, gardez le contact avec vos candidats. Et c'est ça que je voulais dire
marque employeur. Mais c'est ça aussi qui va vous permettre derrière de pouvoir rebondir plus facilement le jour où vous aurez des besoins qui vont se réouvrir si ce n'est pas déjà le cas. Marque employeur, il y a aussi les collaborateurs auxquels il faut penser parce qu'en fait, je pense que tout le monde est ambassadeur de sa marque, de son entreprise. Les collaborateurs sont de plus en plus sollicités sur les réseaux type LinkedIn ou autres pour avoir un retour de ce qui se passe en interne. Donc, pensez-y et soyez sûr que le discours, en tout cas, soit au même niveau en interne. La question de départ, je vois que l'heure tourne. La question de départ, c'était comment optimiser sa stratégie de recrutement 2020 pour cartonner en 2021. Vous l'aurez bien compris, on est plutôt des optimistes tous les trois. On est totalement convaincus qu'il faut continuer. Une des raisons simples, c'est que les candidats, notamment des profils seniors ou autres, qui sont en poste, qui peuvent être un peu plus frileux, vont prendre plus de temps à bouger. On est en juillet, l'été va passer, les candidats seniors ont 3 mois de préavis, on arrive sur la fin d'année. Ce n'est pas en janvier qu'il va falloir se réveiller à un moment donné pour optimiser 2021. Et le chiffre d'affaires 2021, il se prépare dès maintenant et c'est forcément sur le second semestre que ça va se préparer. Ouais, et c'est vraiment ça, quoi. C'est que un bon recrutement, ça s'anticipe, c'est ce qu'on a dit, dans le processus de recrutement, dans la marque employeur, dans l'expérience même candidat. Ça prend du temps. C'est le bon moment pour optimiser tout ça. Il faut souvent, pour optimiser un bon processus de recrutement, en plus souvent entamer un processus de recrutement, l'adapter au fur et à mesure pour vraiment tester l'ensemble des soft skills. Et derrière, avoir une vraie stratégie de recrutement, rationaliser forcément en fonction de ce dont on a réellement besoin au sein de l'entreprise. Et ensuite, aller chercher les bons candidats. Les bons candidats, ils ne sont pas toujours disponibles. Et si on veut à un moment donné pouvoir cartonner et sûrement prendre et anticiper le marché, prendre de l'avance sur ses concurrents, il faut garder cette stratégie recrutement. Surtout si en plus on est dans une startup qui a recruté, ou qui a levé des fonds et qui va être obligé de déployer cet argent, à un moment donné, il va falloir vraiment s'y mettre parce que l'année va passer très très vite et on ne pourra pas anticiper au dernier moment en janvier en fonction de l'état du marché. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses qui sont quand même assez incroyables. Je vous partage un peu ce que j'ai vécu, mais j'ai beaucoup de candidats avec qui je les ai vraiment suivis pendant tout le process de recrutement. Et finalement, par exemple, c'est des personnes qu'on n'a pas recrutées. Et ben en fait, c'est des personnes avec qui j'ai pris le temps de partager mon réseau. Parfois, même avec Judith, je pense qu'une fois, j'avais envoyé un candidat à Judith qui avait été recruté chez Payfit ou des choses comme ça. Et je pense que parfois, en tant que recruteur, c'est bien aussi de prendre le temps de vraiment, c'est de l'humain après tout, et juste de parfois donner des tips, donner un maximum de feedback. Tu vois, sur cette étape-là, je pense que tu aurais pu te présenter de telle manière, ou sur le skill test, voilà ce que tu as bien fait, voilà ce que tu as mal fait, comment tu peux t'améliorer. Partagez votre réseau. C'est des candidats qui sont peut-être pas bons pour vous, mais qui sont bons pour d'autres boîtes. Et par exemple, moi, j'ai des candidats qu'on n'a pas pris et qui finalement m'ont transmis des CV d'autres personnes ou qui ont parlé de notre boîte à d'autres personnes, et ce qui nous a permis derrière de recruter. Donc, je pense vraiment, faites attention à votre expérience candidat, parce que ça peut vraiment, on parle souvent de referral, de recommandations dans l'entreprise via les employés, mais il y a également, moi je l'ai vécu, via des personnes de l'extérieur, des candidats avec qui je me suis super bien entendu, que j'ai suivi, à qui j'ai donné des conseils, que j'ai coaché parfois même. Et finalement, il y a toujours un retour derrière. Donc, c'est des tips que vous pouvez appliquer facilement et qui sont vraiment plaisants au quotidien de pouvoir partager et d'aider des candidats, quoi. Ouais, je te rejoins. C'est On vraiment passe des à la petites question, du graines. coup. Ouais, c'est des petites graines qu'on pose un peu partout et ce réseau, il grandit au Complètement. fur et à mesure. C'est hyper important. Exactement. Et on est assez fan, nous, de l'esprit coaching. Je vois la question de Marjorie qui dit: nous avons divisé par deux notre effectif suite à la période. Quel équilibre entre la transparence et l'attractivité? Les jeunes diplômés sont effrayés par ça. Ouais. Oui, alors ça, c'est vrai que que ça peut être compliqué. Alors après, je ne sais pas pour quelle raison vous avez divisé par deux l'effectif. Il y a probablement une bonne raison qui s'explique. Après, clairement, ça peut être un problème aussi. J'espère que vous ne recrutez pas pour les postes pour lesquels vous avez fait partir les personnes, parce que là, ça ne s'explique pas tellement. Et malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse pour ça. Et j'imagine que pour le reste, vaut mieux, dans tous les cas, vaut mieux anticiper et en tout cas donner l'explication la plus claire possible dont les postes sont différents.
Bah, dans ce cas-là, déjà, tu as moins de problèmes parce qu'effectivement, dire les besoins ont évolué, l'organisation est différente, ça s'entend. Et mieux vaut que ce soit toi qui l'explique au candidat, même de manière spontanée, sans attendre que la personne te pose la question, plutôt que ce soit quelque chose qu'ils lisent ou qu'ils l'entendent par un marché qui est très petit où tout se sait, avec une interprétation que tu ne vas pas maîtriser. Donc, moi, je la jouerais comme ça. Et si les postes sont différents et si l'explication, elle peut être très claire, très honnêtement, je pense que tu peux y aller. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat, mais c'est une période qui est délicate pour tout le monde. Il y a beaucoup de boîtes qui seront dans cette situation. Ah bah oui, je te rejoins totalement, Judith. Pour moi, il faut, enfin même, j'ai toujours, enfin personnellement, que ce soit Covid ou non, j'ai toujours été très transparent sur la dynamique de la boîte, que ce soit en bien ou parfois en moins bien. Je pense qu'il faut être hyper transparent et les candidats s'en rendent compte quand il y a du bullshit ou quand on n'est pas, ou quand qu'on cache un peu des choses. Je pense qu'ils le ressentent et je pense que ils sont vraiment reconnaissants quand on leur explique les choses et que de toute façon, si on est amené à recruter, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a des vrais postes. Il faut juste du coup expliquer la démarche. Pourquoi est-ce qu'on a dû licencier des personnes et pourquoi est-ce qu'on recrute maintenant? Si c'est expliqué que c'est logique et que la personne comprend, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème à partager ça avec les candidats. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Non, parce que de toute façon, même s'ils viennent chez vous, après, ils le sauront. Donc, mieux vaut encore une Exactement. fois anticiper les questions et maîtriser sa communication plutôt que avoir des messages qui sont un peu brouillés par des interprétations ou par des collaborateurs qui sont partis, qui se sont fait sortir et qui, du coup, par dépit, par tristesse, par colère, je ne sais pas, vont passer des messages qui ne sont pas forcément les bons. Donc, voilà, il vaut mieux être en maîtrise de sa com. Oui, effectivement, anticiper le message, ouais, c'est sûr. D'autres questions? Christian qui pose une question sur comment reconnaître le bon prestataire. Ça, c'est plus pour toi, Nico. Le bon chasseur et le mauvais chasseur, éternel débat. Et après, comment reconnaître le bon chasseur du mauvais chasseur? Moi, je crois que c'est surtout une relation de confiance, en fait, qui doit se créer entre vous et la personne qui va recruter. Il faut que le feeling passe, il faut que vous ayez le sentiment qu'elle comprend bien vos besoins. À partir de là, tout est possible. Ouais. Et puis après, vous pouvez demander, je pense que Judith connaît bien le marché des cabinets parce que je pense que Judith a fait pas mal d'études de marché sur les différents cabinets de recrutement ensuite aux demandes de pas mal de startups avec qui tu as travaillé. Et du coup, je pense que tu avais même fait un doc avec les différents cabinets. Donc, je pense que si vous voulez J'avais des fait un conseils, doc je pense avec que les Judith. différents cabinets. Ouais. J'avais fait un doc avec les différents cabinets parce que j'avais pas mal de boîtes qui m'avaient posé la question et notamment qui m'avaient demandé des cabinets à l'étranger. Donc, mon doc est assez complet. Il regroupe donc des cabinets en France en fonction du besoin, donc que ce soit sur du C-level, du mid-level, du jeune deep, en fonction des types de fonctions, sales, tech, autres, en fonction du support. Si vous voulez travailler avec des cabinets qui sont au succès, bien à la commission. Donc, on ne veut pas travailler avec des comités qui font la commission. Et j'ai fait aussi le même travail avec d'autres pays, notamment l'Allemagne, le UK, les US. Si ça vous intéresse, avec plaisir, je vais partager le document. Et le top, c'est, et nous on l'a vu hein, pendant longtemps, on marchait comme ça par recommandation. C'est regarder autour de vous, si vous êtes dans une startup, regardez qui peut vous introduire auprès d'un cabinet et quel consultant peut être même meilleur au sein d'un cabinet ou en tout cas plus adapté à votre besoin. C'est toujours intéressant. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé aussi nombreux. Merci d'avoir posé des questions pertinentes. On espère avoir répondu au maximum à vos questions. Bien évidemment, on reste tous les trois disponibles si vous avez besoin d'échanger sur tout type de sujet, que ce soit tous les sujets qui ont été abordés ici ou même plus. On y répondra avec beaucoup de bienveillance. Encore une fois, c'est le but. Et puis, on espère que vous allez cartonner dans vos recrutements sur la deuxième partie de l'année. On en a tous besoin au final. On espère tous que le marché va reprendre. On espère tous qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais c'était un réel plaisir d'échanger. J'espère qu'on se retrouvera vite autour d'un autre webinar. Super. Bon, Merci, génial. merci. Merci à vous d'être venus et à bientôt. Bonne Bye bye. soirée. Bye bye. Salut à tous. Au revoir.